Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Doc d'Histoire. Au mois d'août dernier et encore durant ce mois de septembre que nous vivons actuellement, de nombreuses villes françaises, dont Paris, ont célébré le 80e anniversaire de leur libération. On va revenir sur cette actualité, mais pour nous placer plutôt dans la période d'après-guerre, c'est-à-dire de 1945 à 1969, pour voir de quelle façon la mémoire de cette libération s'est construite à cette époque. Et pour étudier ce phénomène, eh bien, je n'ai rien trouvé de mieux que de nous plonger dans les livres scolaires de cette période qui vont nous montrer donc de quelle façon on souhaitait alors apprendre aux petits Français la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et avant toute chose, eh bien, je prends quelques secondes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La première illustration, c'est celle-ci, elle provient d'un manuel scolaire de 1950 de Bernard et Redon. C'est l'image classique qu'on utilise alors pour enseigner la Seconde Guerre mondiale aux petits-enfants français. C'est la libération de Paris en 1944. Avec en toile de fond le profil très reconnaissable de Notre-Dame. On est bien ici, à Paris. On montre donc aux enfants l'arrivée de la deuxième DB du général Leclerc. Ici, vous voyez la croix de Lorraine, emblème de la France libre. Autour des hommes de Leclerc, c'est la foule qui les acclame. Et on voit aussi ce personnage ici, armé d'une mitraillette et qui représente les résistants de l'intérieur, Paris étant censé s'être libéré toute seule. Autre chose intéressante, ce sont les hommes qui constituent la deuxième division blindée. Ils sont tous blancs. À son origine, l'armée du général Leclerc était formée au moins pour moitié de troupes noires d'Afrique. Lorsque les Américains ont accepté de fournir du matériel pour la constitution de 3 divisions blindées françaises, ils ont demandé le blanchiment de 6 divisions blindées, ce que De Gaulle et Leclerc ont accepté. Un seul homme noir était finalement présent ce jour de la libération de Paris, c'était Claude Medembassi. Maintenant, regardons le texte qui accompagne cette image. On est ici dans la vision gaullienne de la France. Vous voyez que les Français étaient esclaves sur leur propre sol, mais que tous étaient résistants. On n'a pas un mot de l'autre France qui a collaboré. Et cette résistance, bien sûr, a été cruciale dans la victoire des Alliés. Vous voyez que l'occupant prit peur. Dernier détail intéressant, on évoque la capitulation de l'Allemagne le 9 mai 1945. On se rappelle que Staline avait été rendu furieux par la signature de la capitulation du 8 mai et qu'il avait exigé une nouvelle signature le lendemain, présidée par l'Union soviétique. Donc là, on a choisi d'évoquer plutôt la capitulation du 9 mai. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une concession aux communistes français? On ne sait pas exactement. Cette deuxième illustration est issue d'un manuel de Léon Brossolette et Marianne Ozouf de 1952 et elle ressemble beaucoup à la première. Ici, nous sommes manifestement sur les Champs-Élysées et toujours avec les chars du général Leclerc. Gravé sur le char, il s'agit ici, Alsace, d'une référence au serment de Koufra. Après une victoire sur les Italiens près de l'oasis de Koufra le 2 mars 1941, donc une époque où beaucoup pensent que l'Allemagne a déjà gagné la guerre, Leclerc et ses hommes jurent de ne pas déposer les armes avant la libération de l'Alsace. Ensuite, vous voyez ici, ce sont les restes d'une barricade. On a la foule des Parisiens et bien sûr un brassard FFI. On a donc ici qui s'entremêlent la geste de la deuxième DB et la geste de la résistance intérieure. On a ce serment de Koufra qui nous renvoie donc en 1941 à une autre époque finalement, parce qu'il y a un monde entre 1941 et 1944, et c'est l'exploit de la deuxième DB, la grande aventure de la deuxième DB et de l'armée française extérieure qui commence à ce moment-là, et qui trouve un premier achèvement lors de la libération de Paris. Et puis ensuite, donc, on a cette libération de Paris avec cette barricade et ce FFI, et finalement, cette libération de Paris, c'est la communion des Français libres, et donc, selon l'historiographie gaulienne, de tous les Français, les résistants de l'intérieur et les troupes françaises combattantes à l'extérieur, qui sont tous représentés dans ces illustrations. On a une petite variante dans ce premier livre d'histoire de France d'Albert Trou, qui date lui aussi de 1952. On a représenté ici un maquis recevant du matériel par parachutage. Vous voyez que malgré tout, c'est toujours la résistance qui est mise en avant, et particulièrement la résistance armée. On passe directement à un Bernard et Redon de 1954. L'image est encore une fois celle de la libération de Paris, mais il y a une petite phrase qui est ici très perturbante. Nous signons un armistice.
Cette phrase, elle n'a l'air de rien, mais on peut se demander une question simple, c'est qui est ce nous? Dès 1944 et pendant toute la période d'après-guerre, le général de Gaulle et ceux qui gouvernent la France considèrent qu'il n'y a pas eu d'interruption de la Troisième République, qu'en fait, l'État français du maréchal Pétain n'a pas existé. Et donc, nous signons un armistice, ça pose beaucoup de soucis, parce que dans cette, euh, dans cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu d'armistice. La lutte a continué, la République a continué la guerre. Et du reste, tout le reste du manuel reprend les thèmes habituels avec le général de Gaulle, la résistance, le soutien silencieux de toute la population, l'aide des Alliés, et puis à nouveau la résistance intérieure, extérieure et la libération de Paris. On se trouve cette fois devant un document issu d'un livre scolaire de 1957 signé Bonifacio et Maréchal. Et vous voyez tout de suite une différence de pédagogie entre nos ouvrages précédents et celui-ci. Là, on se base sur des photos réelles plutôt que sur des dessins. Deux raisons à cela. D'abord, on suppose que la photo ne ment pas, mais ça, bien sûr, on peut en discuter. Et ensuite, on souhaite que l'élève devienne lui-même historien et qu'il critique les documents qu'il a sous les yeux. Paul Maréchal a écrit quelques années plus tard, Paul Maréchal, qui est donc l'un des auteurs de ce livre, a écrit quelques années plus tard un ouvrage comparatif entre ce qu'il appelle l'ancienne narrative et la nouvelle Clio. L'ancienne narrative qui est donc illustrée ici par les ouvrages que nous avons vus précédemment et la nouvelle Clio qui est illustrée par ce document. Le problème, c'est que finalement, la réalité de l'histoire est fortement triturée par notre duo Bonifacio-Maréchal. Et là, je dois dire que, bien que je sois moi-même de bonne composition, je trouve qu'ils vont un peu trop loin. Et d'abord, nous apprenons que l'armée du débarquement du 6 juin 1944 est une armée anglo-franco-américaine. Alors là, vraiment, quand j'ai lu ça, les bras m'en sont tombés, je l'avoue. Et si je ne me trompe pas, on compte 177 Français commandés par le général Kiefer de l'armée alliée qui a débarqué en France le 6 juin. Donc on ne peut pas vraiment faire une armée anglo-franco-américaine. À titre de comparaison, on y trouve 15 000 Canadiens. Cette distorsion de la réalité, elle nous montre aussi autre chose, c'est une défaite de la mémoire, parce que le débarquement de Normandie a pris tellement de place dans l'imaginaire que déjà en 1957, on oublie totalement le débarquement de Provence qui a eu lieu le 15 août, et où cette fois les soldats français ont participé en masse. Mais on voit que dans notre livre scolaire, on a franchement coupé une partie de la réalité historique. Autre passage intéressant, on apprend aussi que De Gaulle a été le chef du gouvernement français organisé à Londres. Et de l'autre côté, que la défaite de 1940 a mis fin à la Troisième République. Donc, on l'a dit précédemment, on est bien ici dans l'histoire gaulienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu rupture. Il y a eu continuité de la République, mais au sein du gouvernement gaulliste de Londres. Et on évite ici soigneusement de parler de l'autre gouvernement français, évidemment celui du maréchal Pétain. Donc, même si on se base sur des documents réels que sont les photographies, on peut tout à fait les faire mentir. Et pour information, je prépare d'ailleurs une petite vidéo sur le sujet pour montrer les pièges qui sont liés aux documents photographiques. Nous approchons du terme de cette vidéo et j'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu et si vous n'êtes pas encore abonné. On va terminer avec ce dernier manuel qui est le premier livre d'histoire de France de Gautreau, Lacour et Gauzet destiné aux cours élémentaires et datant de 1966. Vous voyez que les auteurs sont revenus à l'ancienne pédagogie des dessins évocateurs, ainsi qu'une image que nous connaissons bien, c'est les libérations de Paris, avec Notre-Dame en toile de fond et les chars de Leclerc. Ici un char Austerlitz, et là une référence à nouveau au serment de Koufra, donc serment de Koufra qui est très important dans la construction du mythe de la deuxième DB. On a même le général Leclerc ici qui salue la foule, et on a les Parisiens en armes. Les Parisiens qui ont donc libéré eux-mêmes la ville de Paris. Et enfin, la croix de Lorraine qui est apposée sur la France. Je vous épargne le texte qui est un résumé de la libération de Paris. Le récit de la Deuxième Guerre mondiale jusque dans les années 1970, c'est donc une glorification de la résistance intérieure et extérieure, un oubli systématique de l'État français du maréchal Pétain. Celui-ci n'est d'ailleurs
quasiment jamais cité, l'idolâtre de Tassigny d'ailleurs qui commandait les troupes françaises lors du débarquement en Provence. Deux noms seulement émergent, c'est De Gaulle et Leclerc, le chef et le héros. Et il s'agit bien sûr ici de la mémoire gaullienne de la Seconde Guerre mondiale qui veut que tous les Français étaient résistants. Et en réalité, eh bien, il faudra attendre les années 1970 et les recherches de Robert Paxton pour que on commence enfin à évoquer les crimes de la collaboration. Il est intéressant de constater d'ailleurs que ce sont toujours des sujets qui sont très compliqués à évoquer aujourd'hui. On remarque aussi l'absence totale de la Shoah dans ces livres. Mais ces livres sont destinés aux enfants et bien sûr, ce sont des sujets qu'il est très compliqué d'évoquer avec des jeunes enfants. J'essaierai dans un avenir proche de réaliser un deuxième épisode qui traitera cette fois de la période de 1969 à 1995, 1995 qui est une autre date mémorielle importante dans cette histoire de la Seconde Guerre mondiale puisque c'est la reconnaissance par le président Jacques Chirac de la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un petit tour dans les rues de Paris. Je crois qu'on ira dans la rue Réaumur. Et dans 2 semaines pour un épisode dans les rues de France qui se déroulera à Châteaudun.